Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 h, bienvenue dans cette édition, voici les principaux titres. Le président de la République a reçu aujourd'hui les lettres de créance du nouvel ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite. Et dans l'actualité internationale, 6 pays africains en lice pour la première édition de la Coupe arabe de la FIFA. Bonsoir à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui dans le cadre d'une cérémonie officielle qui a eu lieu au Palais de la République les lettres de créance du nouvel ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite auprès de la République de Djibouti, Faisal bin Sultan Al-Qabani. À l'issue de cette cérémonie, le nouvel ambassadeur saoudien s'est dit honoré de présenter ses lettres de créance au président de la République et de lui transmettre les salutations du gardien des lieux saints, le roi Salman bin Abdelaziz et le prince héritier Mohammed bin Salman. Le diplomate saoudien a affirmé les bonnes relations entre les deux pays qui ont connu un grand développement sous la direction des dirigeants des deux pays, ainsi que leurs meilleurs vœux au gouvernement et au peuple djiboutien pour davantage de progrès et de prospérité. Il a fait également état de sa motivation et enthousiasme à œuvrer en faveur du renforcement des relations déjà privilégiées. وأتشرف أن أنقل لفخامتكم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع حفظهم الله، وتمنياتهم لحكومة وشعب جيبوتي الشقيق بالمزيد من التقدم والنجاح والازدهار. وأؤكد على عمق العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين وحرصه على تعزيز التعاون بين المملكة وجمهورية جيبوتي الشقيقة في المجالات كافة. Et de son côté, le chef de l'État a tout d'abord souhaité la bienvenue aux nouveaux représentants du Royaume d'Arabie Saoudite auprès de notre pays. Soyez sûr, monsieur l'ambassadeur, que tout sera mis en œuvre afin que vous acquittiez au mieux de votre mission, a indiqué le président Ismaël Omar Guelleh. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, et la conseillère diplomatique du président de la République, Fathia Jamaoudine, ont assisté à la cérémonie de remise des lettres de créance. L'Assemblée nationale a tenu ce lundi sa première séance publique de la deuxième session ordinaire de l'année. Au menu de cette plénière, l'examen et l'adoption des textes législatifs suivants. Projet de loi numéro 136, portant adoption de la stratégie nationale du handicap 2021-2025 de la République de Djibouti. Projet de loi numéro 137 relatif aux modalités de la gestion de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Projet de loi de finances 138 relatif au budget de l'État pour l'exercice 2021, conduite par le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed. Cette séance plénière a vu la participation du Premier ministre, des parlementaires, des membres du gouvernement. Le premier texte figurant à l'agenda, le projet de loi numéro 136 portant adoption de la stratégie nationale du handicap de Djibouti. Les députés et la ministre des Affaires sociales et de solidarité ont échangé sur la stratégie nationale 2021-2025, document de référence d'envergure débattu puis adopté par l'hémicycle en présence d'un auditoire solennel, en l'occurrence une forte représentation de l'ANPH, invité pour suivre le débat parlementaire par le président de l'Assemblée et plus particulièrement à l'occasion de cette conception d'une politique de protection rigoureuse pour les personnes handicapées. Concernant le projet de loi relative aux modalités de la gestion de la crise sanitaire liée à la Covid-19, il a été question de nombre de thématiques inhérentes à l'amélioration de la base et de l'arsenal juridique de la gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus. L'auditoire, puis le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé, ont discuté de la lutte contre la Covid et de la pertinence d'un projet de loi qui prend en compte la préservation de la santé de la population avant de voir le dit projet de loi être adopté. Et en dernier lieu, s'agissant du projet de loi de finances rectificatif du budget de l'État pour l'exercice
2021. Un débat donc vif engagé par nombre de députés et le ministre du Budget en précédé donc le vote favorable de ce projet de texte qui intervient dans un contexte de reprise de croissance économique malgré la persistance de la pandémie de la Covid-19. Après l'adoption de ces trois textes, le président de l'Assemblée nationale, en clôture des activités de cette première séance publique, n'a pas manqué de souligner la teneur des travaux et remercier l'auditoire et notamment les compatriotes vulnérables des défis du handicap. Et les parlementaires donc n'ont pas manqué donc d'interroger les membres du gouvernement concernant les différents projets de loi à l'ordre du jour. Nous les écoutons. L'article 5 du projet de loi portant l'adoption de la stratégie nationale prévoit la mise en place d'un comité de suivi et évaluation. Est-ce vraiment nécessaire? Car déjà l'article numéro 41 numéro 207 AN de cette 7e législature relative à la promotion et à la protection des droits des personnes à besoins spéciaux prévoyait la mise en place d'un organe consultatif chargé d'étudier et de donner son avis sur toutes les questions relatives à la protection, la promotion, l'insertion socio-professionnelle et l'intégration des personnes à besoins spéciaux. Ce dernier n'a jamais vu le jour. Merci. À ce jour, Monsieur le ministre, vu le résultat positif obtenu par notre pays dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19, ce résultat a été même salué par le secrétaire général de l'ONU et faisant de la République de Djibouti une référence dans la sous-région et en Afrique. En effet, il convient de souligner et de saluer les décisions idoines adoptées très tôt par le chef de l'État, son Excellence Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh, dans le but de préserver la santé des Djiboutiens en endiguant la pandémie aux frontières de notre pays. Mes questions sont les suivantes, Monsieur le ministre. À l'ère où le monde est submergé par une 5e vague de la Covid-19, quelle est votre stratégie et quelles sont les structures sanitaires prévues par votre département ministériel? Ma deuxième question, vu le nouveau variant détecté et présent dans le monde, dont certains sont préoccupants et inquiétants, ils ont même été qualifiés de menaces majeures par l'OMS. Quelles seront les mesures sanitaires envisagées par votre ministère afin de lutter et durcir le temps contre la pénétration de ce nouveau variant dans notre pays? Ma troisième question, Monsieur le ministre, concerne le parlementaire. Quel rôle vont-ils jouer les parlementaires pour accompagner le gouvernement dans le cadre de la stratégie du vaccin? Et les membres du gouvernement donc, concernés par ces questions ont répondu donc aux interrogations des parlementaires. Article 41, vous avez dit qu'il y a déjà un comité. Le comité qui a été institué par la loi justement que vous avez citée, il est chargé du suivi par rapport à la politique des personnes handicapées d'une manière générale en République de Djibouti. Le comité qui est dans la stratégie, lui, il est spécifié. C'est le suivi et évaluation de la mise en application et la mise en œuvre de cette stratégie, qui est vraiment une stratégie axée, comme l'avait dit l'honorable député qui a présenté le rapport. Donc, c'est spécifié sur 3 piliers essentiels. Et effectivement, donc, le pilier qui rejoint, en fait, et qui est vraiment très ambitieux, et nous espérons en tout cas que l'Agence nationale des personnes handicapées puisse le mener à bien, ça serait construire une société inclusive. L'inclusion veut dire que justement on puisse partout, ça veut dire que dans les écoles, on ne puisse pas avoir une école dédiée pour les personnes handicapées, mais que partout, dans toutes les écoles, de tous les quartiers, de tous les chefs-lieux, de toutes les localités, ces élèves handicapés peuvent fréquenter les mêmes écoles que tout le monde. C'est ça, être inclusif, et c'est vers ça que le gouvernement tendra, Inch'Allah. Vous savez, malgré que nous avons un profil épidémiologique qui est calme, ça ne veut pas dire que nous dormons. Le ministère de la Santé reste vigilant. Nous surveillons, nous avons des points de surveillance éparpillés sur tous les territoires djiboutiens. Nous surveillons les points d'entrée au niveau de notre territoire et nous restons vigilants. Mais nous profitons également de cette accalmie parce que nous savons que cette épidémie n'est pas terminée. Comme vous le savez, dans certains pays, surtout les pays occidentaux, ils sont à la 5e vague. Et vous avez bien dit qu'il y a un nouveau variant qui est apparu, le variant B11529 de son petit nom Omicron.
Alors, ces variants, nous restons vigilants par rapport à lui, nous les surveillons, mais sachez que le ministère de la Santé dispose également d'un séquenceur pour les typages des différentes variants qui circulent. Donc, nous sommes confiants à surveiller, en tout cas, toute percée ou toute nouvelle rentrée. Donc, la stratégie, c'est de rester vigilant et de surveiller les cas qui peuvent survenir. Et clôturant la série d'interventions, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a apporté donc des éclaircissements supplémentaires aux interrogations des parlementaires. On l'écoute. Il y a un certain nombre d'entre vous, parlementaires, qui connaissent que la ville de Djibouti. Certains disent aujourd'hui que le corridor sud est en mauvais état. C'est vrai. J'avais dit qu'il serait réhabilité et il est en cours de réhabilitation. Et d'ailleurs, vous avez bien fait de vous référer aux députés d'Ikilois parce qu'eux, ils connaissent la vérité. Mais vous-même, quand vous posez la question, vous n'en connaissez rien. Toujours à l'Assemblée nationale, la réunion en séance publique de la deuxième session ordinaire de l'année avait pour principal objectif l'examen et l'adoption de nombreux projets de loi. Cette réunion avait pour spécificité la participation des personnes à besoins spéciaux qui ont assisté aux travaux de la séance publique. Du haut de l'Assemblée, les personnes à besoins spéciaux ont suivi les débats et donc en présence du directeur général de l'ANPH, de Ali Saïd et Moumine Idriss, ainsi que des personnes de l'encadrement. Par la suite, guidées par le député Suleiman Daher Bilé, les personnes à besoins spéciaux ont visité donc l'hémicycle. Le parlementaire a fourni des détails sur le fonctionnement de l'institution parlementaire qui a débattu et adopté un projet de loi portant adoption de la stratégie nationale du handicap, un projet adopté par l'ensemble des participants en présence des personnes à besoins spéciaux venues spécialement participer à la séance dans le cadre de la semaine nationale du handicap. Et dans la continuité de la célébration de la Semaine nationale du handicap, l'Agence nationale des personnes handicapées, conduite par le directeur général de Ali Saïd, a organisé ce matin au Palais du Peuple la seconde journée et dernière journée des Assises nationales du handicap, avec pour thème s'engager pour le handicap, des assises donc qui ont débuté hier, qui se sont clôturées aujourd'hui. Une réunion qui a vu la participation de nombreux ambassadeurs, personnalités non gouvernementales et institutions, notamment le coordinateur des Nations Unies, représentante de l'UNICEF. Le handicap et la limitation des possibilités d'interaction d'un individu avec son environnement, menant à des difficultés psychologiques, intellectuelles, sociales ou physiques. Le handicap est d'abord pensé comme relatif à une déficience provoquant une incapacité permanente ou non, puis il est redéfini relativement à une inégalité de moyens en intégrant l'idée que des interventions destinées à lever les obstacles environnementaux et sociaux soient nécessaires. Et nous restons toujours dans la semaine nationale du handicap. L'ANPH, donc, après les régions du sud du pays, s'est tournée vers le nord du pays pour l'inauguration de ses antennes dans les régions de l'intérieur. Et c'est ainsi donc à Obok, l'ANPH conduite par le directeur général de Ali Saïd et la ministre de la Culture et de la Jeunesse, Dr Hibo Moumine, a inauguré au sein du CDC d'Obok donc l'antenne ANPH pour la région d'Obok. Et le directeur général de la NPH, accompagné de la ministre de la Jeunesse et de la Culture et des autorités de la région d'Obok, a officiellement inauguré l'antenne de l'ANPH pour la région d'Obok, en présence également de nombreux jeunes et des représentants de la société civile de la région de Hayou.
Ambiance similaire également, toujours dans le nord du pays, mais cette fois-ci à Tadjoura, où l'Agence nationale des personnes handicapées a procédé à l'inauguration de l'antenne régionale de Tadjoura. Et donc à leur arrivée à l'escale de Tadjoura, la délégation conduite par le directeur général de la NPH et la ministre de la Culture et de la Jeunesse a été accueillis par les autorités de la région, notamment le préfet, les membres donc, du conseil régional et par les représentants de la société civile. Une ambiance donc des plus chaleureuses leur a été réservée. L'installation de ces antennes régionales s'inscrivent dans une politique de proximité et de décentralisation de services, les missions principales étant de mieux accompagner les personnes handicapées dans la promotion et la protection de leurs droits, assurer la réadaptation et la réhabilitation des personnes handicapées afin de leur permettre d'atteindre un niveau d'autonomie aussi élevé que possible dans leur vie. Il s'agit là donc de plusieurs opérations d'installation des différentes antennes dans les régions qui étaient tant attendues dans les régions de l'intérieur. Dans l'actualité également, le ministre du Commerce et du Tourisme, Mohamed Ouarsama, a entrepris du 24 au 26 novembre dernier une visite de travail à Istanbul, en Turquie, pour prendre part aux travaux de la 37e session des ministres du Commerce de l'Organisation de la coopération islamique, présidée par le président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan. Cette 37e session, qui se tient dans un contexte de relance post-Covid, a eu pour objectif principal l'examen du rapport sur la mise en œuvre de la stratégie du COMSEC, ainsi que son plan d'action pour la période 2016-2025. Le secrétaire général de l'OCI a soumis un rapport sur les progrès et les derniers développements dans la mise en œuvre du programme d'action de l'OCI. Et dans l'actualité également, les grands-mères sont des figures d'attachement importantes dans une cellule familiale. Elles jouent un rôle central dans le maintien de cette pratique traditionnelle néfaste. Le combat donc se fait sur tous les fronts. C'est dans ce sens que a été lancé aujourd'hui ce réseau de 30 grands-mères qui sont déjà engagées dans l'abandon total des mutilations génitales féminines. Ces personnes influentes donc seront utilisées comme personnes ressources lors des activités de sensibilisation sur le terrain, dans l'aboutissement à un changement de comportement au niveau de la communauté et de la cellule familiale. La cérémonie a été présidée par la ministre de la Femme et de la Famille, en présence de la ministre de la Solidarité et des Affaires sociales, des parlementaires, de la maire de la ville de Djibouti, des représentants des organismes onusiens et la représentante du FNUAP à Djibouti. Cette action est organisée dans le cadre de la commémoration de 16 jours d'activisme pour lutter contre les violences faites à l'égard des femmes et des jeunes filles. Ce rendez-vous annuel dans lequel se réunissent tous les acteurs engagés donc dans ce noble combat a nommé dénoncer haut et fort tous ces types de violences dont sont victimes les femmes, les jeunes filles et de réitérer leur volonté à y mettre fin. Et cet engagement à la lutte contre les violences de la femme, cet engagement à l'abandon des mutilations génitales féminines, dont la preuve la plus importante est l'existence de la cellule d'écoute au sein de cette institution. Parce que, bon, ça fait déjà un certain nombre d'années que la cellule d'écoute existe. Vraiment, j'aimerais les remercier pour leur engagement et surtout le travail important qu'ils font au niveau de la cellule d'écoute. Un travail qui nécessite beaucoup de courage, je crois, et beaucoup d'abnégation et beaucoup d'implication. Parce qu'il s'agit d'écouter les femmes, il s'agit de les orienter, il s'agit de les conseiller, et ce n'est pas quelque chose de facile. On a fait de la sensibilisation. On a eu des engagements, plusieurs niveaux d'engagement. Aujourd'hui, moi, je me suis en train de me féliciter, d'engager celles qui sont vraiment au sein de la famille, qui ont un rôle important à jouer au sein de la famille, les grands-mères,
Le grand-mère, parce qu'il s'agit de leur petite fille, parce il y a leur fille ou leur fils, qui de plus, comment dire, de personnes plus appropriées qu'une grand-mère pour pouvoir intervenir dans cette question. Donc vraiment, je me félicite du fait qu'elle s'implique visiblement aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, dans la lutte, dans l'abandon contre, je ne vais pas dire la lutte contre la violence, mais dans l'abandon des mutilations génitales féminines. Écoutons à présent l'intervention de la secrétaire générale de l'UNFD. Ce matin, pour procéder au lancement officiel du club des grand-mères engagées pour l'abandon total des mutilations génitales féminines, dans le cadre de la commémoration de 16 jours d'activisme pour lutter contre les violences faites à l'égard des femmes. Ce rendez-vous annuel dans lequel nous nous réunissons est l'occasion pour nous, tous, acteurs engagés dans ce noble combat, à nommer, dénommer haut et fort toutes ces violences dont sont victimes les femmes et les jeunes filles et de réitérer notre volonté à y mettre fin. Par ailleurs, pionnière de lutte contre les mutilations génitales féminines, notre organisation a parcouru un chemin semé d'embûches aux côtés de ses partenaires pour l'éradication totale de ces pratiques traditionnelles néfastes à la santé de la jeune fille et de la femme. Et enfin, donc, clôturons la série d'interventions. La ministre de la Femme et de la Famille a indiqué que cette action s'inscrit dans le cadre de la commémoration des 16 jours d'activisme pour lutter contre les violences faites à l'égard des femmes. Madame la ministre des Affaires sociales et des solidarités, Madame la vice-présidente de l'UNFD, Madame la représentante du FUNIAP, Monsieur le représentant du PNUD, Madame la secrétaire générale de l'UNFD, Mesdames les parlementaires, Mesdames et Messieurs les représentants des élus locaux, Monsieur le représentant du Conseil national des droits de l'homme, Madame la représentante du ministère de la Justice, chère maman, chère grand-mère, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt les différentes étapes de cette journée qui est consacrée au lancement des clubs des grands-mères dans le cadre de la célébration des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. L'aspect festif a constitué une belle démonstration originale de la sensibilisation des violences faites aux femmes et plus précisément aux mutilations génitales féminines. Les différentes allocutions qui se sont faites ici ont autant fourni un plaidoyer pertinent sur ce qui devrait être à Djibouti au sujet des préoccupations de notre rencontre, chacun dans son domaine, que des éléments d'information sur les projets et pratiques actuelles menés pour atteindre les tolérances zéro aux violences basées sur le genre prônées par les ODD pour l'année 2030. J'aimerais à cette occasion relever avec beaucoup de plaisir que notre pays a parcouru un long chemin sur la voie de la lutte contre les violences faites aux femmes grâce à la combinaison des efforts de l'État et l'UNFD. Et dans le cadre de ces activités de soutien et de renforcement des programmes de santé, le secrétariat de l'IGAD a invité hier les responsables des programmes nationaux de lutte contre le paludisme, le point focal pour l'élimination du paludisme, ainsi que les experts de l'organisation Rollback Malaria du groupe ALMA et de l'OMS pour une réunion de consultation donc régionale de 2 jours dans la ville d'Arta. Et donc cette réunion régionale consacrée à la lutte contre le paludisme a été inaugurée par le docteur Hamdan Mustafa, représentant du Soudan, président de l'IGAD. Il a été suivi par Fathia Aboubakar Alouane, directrice de la santé et du développement social de l'IGAD, et du secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Benoît Tourab, qui se sont également adressés à l'assistance. La consultation entre pays sera l'occasion de présenter l'état de préélimination et d'élimination du paludisme dans les pays de l'IGAD, ainsi que les domaines prioritaires de coopération du protocole d'accord tripartite signé entre le RBM, l'IGAD et le groupe ALMA. Enfin, les partenaires techniques de l'IGAD devraient également présenter leur appui technique pour l'opérationnalisation des protocoles d'accord. Similaire que nous sommes confrontés. Ça a été un plaisir pour moi de faire la rencontre avec de mes collègues des pays voisins
Et en effet, cet atelier nous a permis de pouvoir dégager des pistes de réflexion. Nous avons demandé la mise en place d'un mécanisme régional pour une meilleure collaboration et pérennisation en matière de lutte face au paludisme. Et l'identification, renforcement des centres régionaux pour la formation des spécialistes entomologiques, épidémiologiques au sein des pays de l'IGAD. J'aimerais remercier en premier lieu l'IGAD pour l'organisation de cet atelier de 2 jours qui nous a vraiment permis beaucoup de choses, qui à son appui à cet atelier n'aurait eu lieu également sans oublier ALMA et RBM. Et de son côté, le responsable du programme paludisme a indiqué donc que cet atelier qui montre l'engagement de Djibouti envers le programme a été ouvert par le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Benoïta, et nous devons, a-t-il indiqué, reconnaître le rôle que Djibouti joue dans la lutte contre le paludisme, a-t-il conclu. Le coordinateur du système des Nations Unies à Djibouti, Eric Overvest, s'est déplacé au village des réfugiés de Holhol. Le coordinateur était accompagné sur les lieux par le secrétaire exécutif de l'ONARS, Hussein Hassan, ainsi que par les responsables des ONG partenaires opérant dans ce village, à savoir le HCR et le PAM. Le coordinateur a visité en premier lieu le centre de réception des nouveaux arrivants. Il a longuement discuté avec les réfugiés dans le sens de leurs conditions de vie, de l'accueil, ainsi que du niveau de service et d'assistance qu'ils reçoivent. Après le centre de réception, la délégation s'est déplacée vers le centre de santé où ils ont échangé donc avec les responsables de santé dépêchés sur les lieux. Ils ont d'emblée expliqué aux coordinateurs les différents soins qu'ils offrent aux réfugiés. Le responsable du centre de santé a fait à la délégation une visite guidée du centre par lequel donc ils ont constaté de visu les matériels, médicaments ainsi que la pharmacie du centre. Et pour finir, le coordinateur a tenu une réunion avec les leaders des réfugiés. Ces derniers ont raconté leurs souhaits et transmis leurs doléances aux coordinateurs. Ils ont demandé aux coordinateurs d'apporter des réponses adéquates à leurs doléances, et de ce dernier donc a pris note des doléances des réfugiés et a promis de faire les plaidoyers auprès des bailleurs de fonds afin d'assister convenablement ces réfugiés installés dans le village de Holhol. Aujourd'hui, mis l'accent sur le problème de réinstallation, mais aussi sur le problème dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, le nombre croissant des réfugiés qui sont dans le camp, un nombre qui augmente chaque fois, et que les infrastructures ne sont pas suffisantes, ni le personnel en termes d'éducation ou par rapport à la santé. Donc ils veulent avoir plus d'investissement aussi dans le NFIs, notamment par rapport à les tentes, les matelas, parce que la vie ici au village Holhol est très dure, et donc ils ont besoin de plus d'appui, et notamment parce qu'il y a beaucoup plus de personnes ici qu'avant, et donc ils m'ont fait part de leurs doléances. Donc moi, mon objectif, c'était de les écouter, parce que j'ai lu, et bien sûr, en tant que responsable des Nations Unies, on prend très à cœur la cause des réfugiés, mais quand on lit ça dans un rapport où on le voit et on discute, ça fait toute la différence. C'est pour cela que je voulais me déplacer. J'ai été déjà la semaine avant, j'étais à Merkazi, mais aussi le centre de migrants. Donc aujourd'hui, je suis ici au village des réfugiés de Holhol, accompagné en très bonne main avec ONARS, qui fait énormément d'appui et de soutien. Le gouvernement djiboutien qui appuie énormément les réfugiés, et qu'on travaille main à main avec deux côtés entre Nations Unies et l'ONARS et les différents partenaires de mise en œuvre.
Après la région d'Ali Sabié, direction la région d'Obok, où une importante délégation composée des autorités de la région et des organisations s'est rendue dans la journée donc, du 26 novembre dernier à Adgueno, dans la région d'Obok, pour rencontrer la population de cette localité située au pied du mont Moussa Ali. Cette visite de contact entre la population et les autorités administratives de la région, ainsi que des organisations de la société civile, est une réponse à l'appel des associations de bienfaisance de la localité de Adgueno pour mobiliser les acteurs du développement local en faveur de la population de cette localité qui aspire à un meilleur cadre de vie. La visite a été ponctuée par des discussions avec la population et à cette occasion, des remises de dons collectées par les associations et des fournitures de kits divers et de vivres pour les familles ont été donc distribuées devant l'école toute neuve construite dans cette localité. La délégation a accompagné une équipe médicale également en marge de cette visite, une opération de consultation et de distribution des médicaments et de remise de cartes d'identité nationale au nombre de 150 ont été réalisées respectivement par l'équipe mobile et le service d'état civil de la région d'Obok. La population de Adgueno et l'association locale Abla, qui ont d'ailleurs réservé un accueil des plus chaleureux à la délégation, ont tenu à remercier tous celles et ceux qui ont fait l'effort de venir jusqu'à eux et fait don de leur générosité. Aussi, l'association de Adgueno et la population locale ont vivement exhorté toutes les bonnes volontés réunies à cette occasion à demeurer à leur côté dans leur quête d'une vie sociale et économique meilleure. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, après donc Tadjoura, Elie Sabié et Arta, ce fut au tour de la région de Dikil d'accueillir donc le mouvement de la jeunesse une et indivisible qui donc a entamé sa tournée dans les régions de l'intérieur afin de sensibiliser les jeunes sur l'importance de la citoyenneté, du patriotisme et du volontariat au service du développement et du rayonnement du pays en général et en particulier de leur région. Les caravaniers ont été accueillis par le secrétaire national de la jeunesse, Mahad Hussein, ainsi que par les autorités locales dans un esprit agréable. L'objectif de cette caravane étant de sensibiliser la jeunesse à devenir des jeunes patriotes volontaires afin d'être une jeunesse responsable et active et solidaire au service de leur région. Le président du mouvement Jeunesse Unie et Indivisible a invité tous les jeunes de la ville de Dikil à s'approprier les valeurs du patriotisme et les valeurs de la citoyenneté responsable et active en se portant volontaire pour le développement de leur région. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. Parlons sport pour clore cette édition. Concernant la Coupe arabe de la FIFA, 6 pays africains en lice pour la première édition. La toute première édition de la Coupe arabe de la FIFA débute demain au Qatar. Répétition générale de la Coupe du Monde qui aura lieu dans l'Émirat dans un an. Elle mettra aux prises les meilleures formations du monde arabe jusqu'à la grande finale le 18 décembre. 6 équipes africaines sont en lice. Les champions d'Afrique algériens, la Tunisie, le Maroc ou la Mauritanie, mais aussi l'Égypte et le Soudan. Face à elles, 10 autres sélections du Proche ou Moyen-Orient. L'occasion également de découvrir les tout nouveaux stades construits à Doha pour accueillir le prochain mondial. Sportivement, la compétition s'annonce intéressante, même en dehors des dates FIFA. Le Qatar ouvrira le bal demain soir contre le Bahreïn, tandis que la Tunisie, meilleure nation du tournoi, au classement FIFA, défiera les Mourabitoun mauritaniens. C'est tout pour ce journal. Merci pour votre très aimable attention. Restez avec nous pour la suite du programme.